Bonjour, donc je suis Amélie de l'Atelier Quinquette et je suis ici parce que Benoît Pirard m'a contacté pour témoigner sur ma reconversion professionnelle. Alors, je vais essayer de répondre aux attentes de Benoît sur le sujet, je vais répondre à ses questions. Mais voilà, il m'a bien précisé que lui, sa chaîne, c'était pas du partage, c'était pas montrer du bon travail, c'était se développer sur YouTube et faire des vues. Des vues, des vues, des vues. Moi, il m'a dit, tu as vu, moi, je me suis quand même mis en mini-jupe, etc. Pour faire du clic, du like et des vues, et c'est ma priorité. Donc, tu témoignes en tant que femme reconvertie en menuiserie, tu essayes de faire quelque chose d'un peu... C'est parti, je réponds aux questions. Le travail sexy, ça, non? Ouais, je sais pas. Oh, ça va lui plaire, ça, je pense. Ah oui, oui, ça devrait. Ça devrait faire des vues, ça. Attends. Peut-être, hein. Oh oui, ça devrait être bien, ça. Sexy, non? Non? Le travail. Première question. Alors, un déclic, oui et non. Une reconversion, oui et non. En tout cas, pas une décision de reconversion. Je dirais que ça s'est fait vraiment de soi-même et progressivement. Je vous retrace rapidement mon parcours professionnel. J'ai un profil école de commerce, j'ai travaillé en agence de communication et rapidement, j'ai créé ma propre agence de communication que j'ai développée ensuite pendant une dizaine d'années. Sur voilà, conception de support de com, marketing, accompagnement aux entreprises et communication digitale. Parallèlement, j'ai aussi développé des activités de formation auprès d'entreprises et aussi d'enseignement auprès d'étudiants, surtout d'alternants en école de commerce, école de communication. J'ai développé cette agence pendant, je vous disais, une dizaine d'années. Et puis, on va dire au bout de 8 ans, alors je suis devenue maman aussi, mais j'ai eu la sensation, pas forcément de m'ennuyer, mais en tout cas d'avoir fait le tour de ce que je pouvais faire au sein de cette entreprise-là. Donc, alors c'était un petit peu un travail sur moi-même. L'idée, c'était plutôt de dire, je m'ennuie pas forcément dans la communication, ça c'est pas trop le souci, mais je vais peut-être aller le faire dans un autre cadre. Et puis, je pensais aussi que j'étais au bout de mon énergie dans le monde de l'entrepreneuriat. Et l'idée, c'était plutôt de trouver un poste à responsabilité en tant que salarié, mais sur un siège d'entreprise, par exemple, où j'aurais pu mener des projets d'une autre envergure par rapport à mon agence de com, ma propre agence de com. Donc, j'ai pris la décision de céder cette entreprise, donc, que j'ai vendue. On était fin 2018. Et voilà, tout le travail, un petit peu de... Pas de deuil, parce que je la cédais, je voulais pas mettre à la poubelle tout ce travail que j'avais mené pendant 10 ans au sein de cette agence. Mais tout le travail de prendre cette décision, de céder mon entreprise avait été fait. Et je l'ai vendue voilà, de manière assez sereine. Et puis ensuite, l'idée c'était plutôt de se projeter voilà, sur un job salarié plutôt à grande responsabilité. Alors, j'ai eu des contacts, j'ai eu l'occasion d'en discuter avec des entreprises qui étaient dans mes cibles, on va dire, et je me suis difficilement projetée en fait. Alors, je pensais être un petit peu lasse de l'entrepreneuriat, mais d'un autre côté, le salariat ne m'a pas forcément attirée. Alors, j'avais gardé, j'avais rapidement recréé une auto-entreprise après la vente de mon entreprise parce que j'avais gardé certaines activités de formation et d'accompagnement des jeunes, notamment des jeunes alternants en école de commerce. Donc, j'avais mon auto-entreprise. Plutôt, donc du coup, accompagnement, conseil, prestation de services. Je me suis dit, tiens, ce qui me motiverait,
finalement, c'est peut-être encore l'entrepreneuriat. Et mes compétences, elles sont plutôt commerciales, communication digitale. Donc pourquoi pas trouver un produit, parce que je voulais plus vendre de services, pas à ce moment-là en tout cas. Je voulais plutôt être dans le produit, dans le plus concret. Donc quel est le produit qui pourrait se vendre sur internet et où en fait je pourrais mettre en avant mes compétences en business développement plutôt sur internet, en digital, puisque j'avais des compétences particulières et des compétences avérées dans ce domaine. Donc j'ai fait quelques recherches, j'ai regardé un petit peu ce qui me plaisait aussi. Alors moi j'ai toujours été attirée par les lumières, la mise en lumière des choses, pas l'électricité, hein, parce que j'ai pas envisagé d'être électricienne, pas l'électricité à proprement parler, mais vraiment les éclairages, le fait de créer des ambiances, des choses comme ça. Et puis donc du coup je me suis dit, ah, des lampes, tout ce qui est système d'éclairage, etc., ça peut être assez sympa. Mais il faudrait quand même plutôt créer des lampes, pas revendre des choses qui existent déjà, et puis surtout pas travailler avec des choses qui seraient fabriquées dans des pays qui ne correspondent pas à mes valeurs, en tout cas sur les méthodes de production. Et du coup, créer des lampes artisanales, pour moi, il fallait les allier avec du bois. Alors le bois, j'avais une certaine attirance pour le bois, évidemment. Je suis petite fille de menuisier. Mon grand-père avait créé son entreprise qui existe toujours et qui est toujours une entreprise familiale, avec laquelle j'ai toujours des liens, et encore plus aujourd'hui avec mon nouveau métier. Voilà, donc le bois me parlait forcément, cet atelier de menuiserie qui me rappelait des odeurs, des ambiances de mon enfance, d'où l'idée, création de lampes en bois. Mais pour moi, toujours à ce moment-là, l'idée c'était de trouver quelqu'un qui allait les fabriquer, alors en petite série, plutôt de manière artisanale, et moi, ma compétence, elle était plutôt dans la commercialisation, business développement. Et puis, je me suis mise à faire des recherches, à trouver plein de choses qui me plaisaient, pardon, à en dessiner quelques-unes des lampes, à en imaginer beaucoup et à vouloir en réaliser. Je me suis retrouvée à la scierie du coin à acheter un beau plateau de chêne, et puis une poutre, et puis 2-3 trucs, et à revenir avec ma petite remorque, avec 2-3 trucs, et à me demander comment j'allais m'occuper de tout ça. À la ponceuse, bon, ok, ça marche, un petit peu, un peu compliqué, un peu difficile. J'ai squatté une partie des extérieurs de la maison pour commencer à créer mes premières lampes. Et puis, voilà, je vous passe les détails, mais en tout cas, je les ai proposés à mon entourage qui m'ont validé. Alors, l'idée d'en faire peut-être un commerce ou autre, peut-être pas, parce qu'en tout cas, ça c'est quelque chose qui m'appartenait dans le fait de monter un business plan là-dessus. Mais en tout cas, qui m'ont validé la réalisation ou les réalisations et qui m'ont dit qu'effectivement c'était plutôt sympa, qui m'ont aussi donné leurs idées, qui m'ont accompagné parce que c'était mes premiers clients, évidemment. Les premiers à me faire des retours. Et puis, voilà, j'ai fait des premières ventes et j'ai fait une vente privée où je m'étais donné le défi de proposer autre chose que des lampes que j'avais déjà pu vendre. Et j'ai vendu une console que j'avais réussi à faire à peu près plate et dégauchir avec ma défonceuse et les moyens du bord. Et en plus, je l'avais mise à un prix qui me paraissait, alors qui était à la hauteur de mon travail, hein, mais en tout cas, je me disais, est-ce que quelqu'un va à ce prix-là estimer que ça correspond à quelque chose, en tout cas que la valeur en prix répond bien à des attentes et à quelque chose qu'on pourrait acheter à titre particulier. Et effectivement, voilà, ça a trouvé preneur le soir même,
quelqu'un qui est devenu d'ailleurs une très bonne cliente. Et du coup, ça m'a donné envie d'accepter d'autres défis, d'autres commandes, et puis ensuite de développer de ça de manière un petit peu plus structurée, donc sous forme de société, plus seulement en auto-entreprise, avec des machines qui correspondent, et en développant tout ça de manière un peu plus structurée. Et finalement, je suis retombée dans l'entrepreneuriat. Comment ça, le bleu de travail? C'est pas sexy. C'est pas sexy, le bleu de travail. Je fais rien, moi. Les conditions pour réussir sa reconversion. Faut être polyvalent, savoir faire deux choses en même temps. Ça tombe bien, les femmes savent bien faire ça. Non, surtout, je pense que pour réussir une reconversion, il faut vraiment que ce soit un projet qui soit commun et validé. Si on a une famille, il faut que son conjoint soit totalement partant. Surtout quand ça engendre soit des investissements, soit des changements de planning, de rythme dans la vie d'une famille et dans un couple. Ça engendre forcément un changement de vie. Donc il faut que ce soit validé par son entourage proche et en avoir le soutien. Ça me paraît une condition essentielle. Après, à titre personnel, on change forcément de compétences, on change d'univers, on change les personnes qu'on va pouvoir côtoyer. Donc il faut avoir de la flexibilité, de l'ouverture, de la curiosité. Et il faut avoir de l'humilité aussi, parce qu'on arrive dans un domaine que l'on ne connaît pas par définition, ou que l'on va connaître un peu, mais qu'on va découvrir de plus en plus à chaque nouvelle réalisation, en tout cas pour mon cas. Donc il faut cette ouverture et cette dose d'humilité qui dit que tout ce qu'on connaissait très bien depuis 10 ans de carrière, 5 ans de carrière, 15 ans de carrière auparavant, eh bien tout ça, on va pouvoir capitaliser des choses, des connaissances, des compétences, des savoir-être communs, mais il y a tout un tas de savoir-faire qu'on découvre. Donc il faut se remettre à ce niveau-là aussi de connaissances et avoir juste envie de grandir et de faire mieux et plus vite. Troisième marche d'escalier, il m'en reste 7. Qu'est-ce qu'il dit, Benoît? Je vais quand même pas me mettre en maillot de bain, tenue de plage, pour faire des vues, quoi. Non, je travaille pas comme ça. Oups, je travaille pas comme ça, quoi. Bon. Alors, est-ce que j'ai été aidée par des organismes officiels? Non. Pas du tout. C'est la raison pour laquelle je voulais vous retracer mon parcours professionnel. C'est parce que du coup, je rentrais dans aucune case qui me permettait de bénéficier d'aide, ni pour une formation, ni pour des subventions, ni pour avoir un revenu pendant le début de ma société ou pendant une formation quelconque, que ce soit en menuiserie ou autre chose d'ailleurs. J'étais en SARL, donc pour ma précédente entreprise, j'étais gérante salariée minoritaire. C'est le choix qui avait été fait à l'époque parce que j'avais 27 ans quand j'ai créé ma société et je voulais pas me retrouver dans un statut où j'étais pas salariée, ça me rassurait pas. Et la manière la plus intelligente qui nous a paru à l'époque, en tout cas, c'était de le faire de cette manière. Peu importe. Quand on est gérant, même salarié de sa propre entreprise, dans certains cas, on peut le faire, mais en tout cas, moi, je ne rentrais pas dans ce cadre-là et donc on ne peut pas cotiser au chômage. Donc, j'étais pas demandeur d'emploi, je ne bénéficiais pas de chômage. J'avais par ailleurs déjà recréé mon auto-entreprise, donc j'étais même pas susceptible d'avoir le RSA finalement, parce que j'avais quand même un certain nombre de revenus. J'étais pas sur une démission pour reconversion, par exemple. Donc, je n'ai pu bénéficier d'aucune aide de la part d'un organisme officiel. Bon, du coup, j'ai arrêté les recherches de tenue. Je vais essayer d'être moi-même. Et tout ça était vraiment de l'humour. Vous connaissez Benoît et vous doutez bien qu'il m'a rien demandé sur ma manière d'être aujourd'hui. Si ce n'est d'avoir la gentillesse de me demander de témoigner. Alors, les organismes que je préconise quand même d'aller voir,
Vous avez bien compris que moi, je n'avais pas eu d'aide ou de soutien d'organismes officiels. En revanche, je conseille quand même d'aller voir réellement ce qu'est le métier. Il y a plein de ressources évidemment sur Internet, sur YouTube, mais d'aller voir comment ça se passe et puis aussi à une échelle et à un niveau de pratique qu'on voudrait atteindre. Partager au maximum par les réseaux sociaux. Moi, je le fais beaucoup par Instagram, ça me permet d'être un peu moins seule dans mon atelier, bien que ce ne soit pas un poids, hein. Et puis de partager aussi avec les organismes locaux, alors que ce soit la chambre des métiers ou même la chambre de commerce, si on dépend aussi de la chambre de commerce. Il y a généralement dans les CCI tout un tas de rencontres possibles entre entrepreneurs et pas forcément de rester que avec des artisans ou pas que avec des menuisiers, mais de partager avec tout type de chefs d'entreprise ou de personnes qui ont eu finalement à un moment donné le même parcours que vous. Ça, je trouve ça extrêmement intéressant et de faire de l'échange, du réseau de cette manière-là, pour peu que ce soit fait de manière totalement désintéressée et d'être purement dans l'échange et dans le partage, comme je pense à ce qu'on fait aujourd'hui sur les réseaux à travers nos chaînes, à travers nos comptes et ce que fait Benoît aussi à travers cette petite série sur la reconversion. Voilà. Pour ma part, et surtout dans le cadre de la création de la société, je suis allée consulter un avocat fiscaliste qui m'a orientée sur le statut qui serait le plus adapté à ma situation, à ma situation familiale aussi, tenant compte des revenus du foyer fiscal, et qui m'a orientée puis accompagnée sur la création de cette société-là. Donc oui, c'est un investissement, mais c'est aussi une manière de s'assurer que les choses vont être bien faites et le plus adaptées possible à votre situation. Donc cet avocat m'a été présenté par une amie qui fait de l'accompagnement en entreprise et qui m'a accompagnée aussi dans ce processus-là. Et je pense également que le choix du comptable, de l'expert comptable est assez important parce que c'est bien lui qui va permettre de tirer les signaux, de donner les sonnettes d'alarme sur des fois des choses qui sont soit limites juridiquement, comptablement, soit qui vous mettent en danger financièrement. Et je pense que d'avoir confiance en son expert comptable est quelque chose qui est essentiel, en tout cas dans la création de la société. Alors je pense que les prérequis techniques sont plutôt en termes d'attitude ou de savoir-être. La technique, ça s'apprend, en autodidacte ou non, mais en tout cas, on peut toujours rattraper des méconnaissances techniques, pour peu qu'on n'ait pas trop confiance en soi et qu'on ne soit pas convaincu de les avoir alors qu'on ne les a pas. Mais je pense que c'est plutôt voilà, des attitudes, beaucoup de curiosité, avoir envie d'apprendre, de l'humilité, j'en ai parlé juste avant parce qu'on sait qu'on ne sait pas en fait. Et puis avoir la volonté d'aller chercher les solutions, avoir un petit peu de courage dans le sens où si on n'a pas encore déjà fait ça, dire oui, je vais le faire, oui, je vais vous faire un devis dessus. Non, je ne l'ai pas encore fait, mais je me fais confiance aussi quelque part et je vais trouver la solution pour faire et le faire bien, le mieux possible, au même niveau que n'importe quel autre menuisier qui aurait de l'expérience en tout cas. Donc, croire en soi et puis de manière un peu plus terre à terre, je pense qu'il faut avoir une bonne vivacité d'esprit, savoir rebondir quand on n'a pas forcément bien fait ou qu'on n'a pas de suite la solution. Être vif aussi, voilà, se forcer à faire du calcul mental parce qu'à un moment donné, sortir toutes les 5 minutes sa calculette, il faut se faire confiance et puis réfléchir un petit peu soi-même pour reporter des calculs ou des choses comme ça, ou trouver la manière de ne pas calculer justement.
Mais en tout cas, voilà, il faut un petit peu de vivacité d'esprit, à mon avis, sur les différentes situations qu'on rencontre. Et puis, si on se lance, généralement, on se lance seul. Donc, il faut aussi aimer l'autonomie, et voire même parfois un peu la solitude. Mais on s'ennuie pas, hein, c'est pas ça. Mais c'est vrai que des fois, on se retrouve un peu seul entre les quatre murs de son atelier. Et il faut aimer ça. Et, voilà. Non, je n'avais pas de capital de départ et comme les choses se sont faites un petit peu au fil de l'eau, j'ai plutôt investi au fur et à mesure sur les machines, mais je pense que voilà, je me pose la question aujourd'hui d'un capital et du financement de celui-ci pour investir de manière un petit peu plus importante et notamment dans des outils de production. Mais je pense que oui, si ça ne se fait pas de manière un petit peu progressive comme moi, il faut avoir un capital de départ. Je pense à 10 ou 15 000 euros si on a déjà le local, ou alors si on le trouve à le louer à bon prix. Mais je pense que c'est le minimum. Il faut surtout prévoir les premiers mois de trésorerie pour se dégager de quoi vivre, hein, les premiers mois, les investissements nécessaires, et ensuite ça peut se faire évidemment au fil de l'eau. Je vous ai raconté un petit peu l'histoire de la naissance de l'atelier Quinquette tout à l'heure. Mes premiers clients, ma famille, mes amis, les amis de mes amis. Donc j'ai fait une vente privée voilà, dans un cabinet médical un soir. J'ai aussi fait quelques présences, un petit peu des expos dans une boulangerie par relation personnelle également, hein, mais qui m'ont permis d'avoir une première visibilité où j'amenais plutôt voilà, les lampes, les planches à découper, les petites consoles, les petits bureaux, des choses qui étaient déplaçables et puis qui n'allaient pas prendre trop de place non plus dans le lieu d'exposition où j'avais la chance d'avoir un créneau avec un nombre de passages assez important sur un samedi, sur les samedis thématiques, par exemple Fête des Mères, à l'approche de Noël évidemment. Donc j'avais une belle visibilité, ce qui m'a permis de distribuer un certain nombre de cartes de visite, de me faire connaître, de prendre des contacts pour faire d'autres choses que ce que je vendais le jour-là. Et puis aujourd'hui, j'ai mon site internet qui me ramène des commandes de choses que j'ai en stock, donc plutôt voilà, sur les lampes, sur les planches, sur les petites pièces, donc de générer des contacts pour des devis sur des pièces plus importantes comme les tables, surtout les tables à manger, les tables basses, des choses très particulières, très sur mesure parfois. Et puis j'ai Instagram, je communique énormément sur Instagram, donc ça me ramène également des contacts et des clients. Et puis ce qui marche aujourd'hui le mieux, c'est pas pour me déplaire, c'est le bouche à oreille, parce que c'est une belle preuve de reconnaissance et surtout ça me permet de rester quand même plus ou moins en local, donc de ne pas envisager soit des gros déplacements, soit des grosses livraisons où on n'est jamais trop sûr. Faire livrer une table de 200 kg, il faut quand même avoir beaucoup confiance dans son transporteur. Donc aujourd'hui, voilà, cette méthode aussi de bouche à oreille me permet de rester en local, ce qui me rassure pour l'instant, ce qui ne m'a pas empêché de sortir un petit peu du local par moment, mais voilà mes sources essentielles de clientèle aujourd'hui. Comment dire, YouTube, 650 abonnés, pas monétisable, donc non. Par contre, je peux faire le parallèle avec Instagram, parce que c'est vrai que c'est un média social que je travaille. Avec plaisir, avec beaucoup de plaisir. Et, donc, Instagram m'a rapporté voilà, quelques clients, quelques contacts, énormément d'échanges et parfois au quotidien, beaucoup de soutien aussi, ok, mais ça ne fait pas des revenus tout ça.
les quelques vidéos que je mets sur YouTube, clairement, c'est de la perte de temps. En tout cas, sur le plan production, sur le plan chiffre d'affaires pour l'entreprise. En revanche, sur Instagram, j'ai pu bénéficier d'un certain nombre de... Et je ne le développe pas spécialement parce que je n'ai pas le temps, mais je suis favorable à ça. Développer un certain nombre de partenariats, entre guillemets, mais qui ne sont pas rémunérés, qui sont plutôt des envois de produits gratuits que je mets, ou pas d'ailleurs, en avant derrière. En tout cas, moi, pour l'instant, je n'ai pas eu d'obligation de le faire. Et je le fais de toute façon, que ce soit envoyé gratuitement ou pas, je le fais avec plaisir. Si je trouve que ce produit présente un intérêt pour la communauté qui me suit et qui va me poser des questions sur ce produit-là parce qu'il me voit l'utiliser. Que ce soit de l'huile, des forêts, un outillage en particulier. Voilà. Donc, très clairement, pour faire croître une société, moi, je vois deux moyens essentiels. Augmenter le chiffre d'affaires, avec la marge qui va avec, évidemment. Et pour augmenter la marge, si on n'augmente pas spécialement le chiffre d'affaires, il y a une autre méthode, c'est de faire baisser les achats. Eh bien, évidemment, si on vous envoie des produits, des consommables, et que ça vous fait économiser un certain nombre d'achats de l'ordre de quelques centaines d'euros par mois, eh bien, évidemment, vous augmentez votre marge. Donc, c'est une façon de faire qui, encore une fois, je ne développe pas spécifiquement, mais effectivement, c'est quelque chose qui me rend bien service quand on m'envoie des outils de travail qui vont me permettre d'alimenter tel ou tel projet qui arrive et de réaliser de ce fait des économies, donc d'augmenter ma marge. Il faut que si quelqu'un me propose une gratuité sur un consommable ou un outillage, que ça me serve réellement et que ça ne m'encombre pas plutôt qu'autre chose, où je n'ai pas l'intention de faire une collection de visseuses ou de vis ou de système quelconque. C'est pas le but. Je ne veux pas mettre les pieds dans le plat, mais quand je vois certains qui vont dupliquer un outil, la visseuse, n'importe quoi, dans 3 marques différentes, qui les sortent toutes neuves des coffrets pour les utiliser devant la caméra, mais qui en fait s'en servent pas, bon, clairement, voilà, ça je ne vois pas l'intérêt. Donc je ne compte pas là-dessus pour augmenter mes revenus, mais je compte là-dessus pour diminuer mes charges. Principe global, je ne dépense pas ce que je n'ai pas. Je mets suffisamment de côté pour gérer les charges qui arrivent dans le mois ou les mois suivants, ou en tout cas les charges qui sont liées à ce que je viens d'encaisser. Ça, elles doivent être automatiquement réservées sur le compte pour pouvoir être honoré. Ça me paraît le minimum, toutes charges confondues. Donc pour ça, tenir au minimum un tableau dépenses-recettes et connaître bien les échéances quand même de paiement des différentes charges de son entreprise. Alors moi, la TVA, donc je suis soumise à TVA sur ce que je facture et je récupère la TVA sur mes dépenses. Je préfère faire des déclarations mensuelles que trimestrielles, voire même annuelles. Ça, c'est hors de question. Parce que la première raison, c'est ça me paraît le moins dangereux possible, en tout cas. Voilà, c'est beaucoup plus régulier. Ce que vous avez encaissé en TVA collecté, vous le rendez vous faites la déclaration dès le 21 du mois suivant et donc ça repart dès le mois suivant. Le trimestre, il y a de quoi oublier qu'on la doit et la dépenser si on a eu notamment des gros encaissements, par exemple. Et la deuxième raison de ce choix de TVA mensuel, de déclaration de TVA mensuelle, c'est que ça contraint aussi à tenir à jour ces tableaux
de recettes et de dépenses et de savoir quasiment, bah oui, enfin au moins au mois, à la fin du mois où on en est sur la situation et pas juste regarder son compte en banque. Alors j'ai de la chance, je suis allée voir la super vidéo que Benoît a faite sur le calcul du taux horaire. Donc j'ai fait d'ailleurs dès ce matin un calcul vite fait, sans rentrer dans tous les détails, mais un calcul vite fait pour ramener ben, mes dépenses d'entreprise, mes dépenses privées, le ramener au nombre de jours travaillés, etc. Vous irez voir sa vidéo. Donc je l'ai fait vite fait. Aujourd'hui, j'ai pas une maîtrise de mon activité dans le sens efficacité qui soit suffisante pour me permettre de raisonner tout à fait comme ça. Donc ce que je fais, c'est que je raisonne plutôt en mode projet et en marge à dégager par projet. Donc je calcule mes coûts de fourniture. Je prévois toujours une petite marge parce qu'en ce moment les augmentations vont bon train, plus des choses que j'aurais éventuellement pas prévues. La livraison, éventuellement, si j'ai besoin de prendre quelqu'un pour m'aider à l'installation ou à la livraison. Pour l'instant, ça se résout pas mal entre potes autour d'une petite boisson, d'un petit apéro. Donc je m'en sors plutôt bien. Et puis à tout ça, eh bien, je me dis, ça va être le projet, ou l'un des deux gros projets, généralement 2 gros projets par mois. Donc ça va être le projet du mois de janvier. Donc je veux gagner tant de marge sur ce projet-là. Et il faut que ce soit cohérent aussi par rapport à la demande, par rapport au prix du marché, par rapport aux attentes du client et que ce soit la juste rémunération de votre travail. Voilà, sur la marge que je souhaite dégager sur ce projet-là, il faudrait que ce soit fait en tel temps, sachant que généralement je fais en sorte que ce soit possible. Et puis bah, si j'ai pris du retard parce que j'ai pas été efficace sur telle ou telle chose, je suis encore en train de me former. On l'est perpétuellement, mais je reste quand même très débutante sur pas mal de trucs. Et bien à moi de fournir les heures supplémentaires pour pouvoir parvenir au délai de livraison sur lequel je me suis engagée et limiter au maximum en fait mon coût horaire. Ce qui conditionne essentiellement l'investissement dans une nouvelle machine, c'est est-ce que j'en ai besoin? Est-ce que j'ai l'utilité de cette nouvelle machine? C'est pas elle me fait rêver, je vais me l'acheter parce que j'ai la trésorerie sur le moment. Est-ce que j'en ai besoin et est-ce que je vais en avoir l'utilité immédiate sur un projet à venir? Et est-ce qu'elle va m'apporter de la productivité en plus et de l'efficacité supplémentaire? Je n'ai pas la possibilité aujourd'hui, en début d'activité, de juste dire je vais prendre une plus grosse machine parce que ça va faire bien sur Insta d'avoir une plus grosse machine. C'est non. Il faut qu'elle soit rentable assez rapidement. Dans l'idéal même, que ça rende quasiment... alors, on ne parle pas, par exemple, d'une nouvelle combinée, d'une nouvelle scie à format, mais sur de l'électroportatif par exemple, il faut quasiment qu'elle soit amortie dans le projet sur lequel, pour lequel j'achète cette machine. Ensuite, des conditions secondaires qui sont, est-ce que j'en ai les moyens? Est-ce que j'arrive à avoir un bon prix auprès du fournisseur, ou en tout cas un prix qui me semble juste par rapport à tout un tas de choses? Est-ce que j'aurais pas mieux finalement en prenant de l'occasion récent? Est-ce que j'aurais pas mieux en allant sur une autre marque, chez un autre fournisseur, en allant à la proximité plutôt que sur internet? Et puis, est-ce que j'ai la place dans mon atelier? J'ai des contraintes de place aujourd'hui qui sont pas prêtes de s'arranger pour l'instant parce que j'ai fait le choix d'adapter une dépendance de la maison pour pouvoir travailler dans le même cadre que l'environnement familial. Voilà, c'est ce qui conditionne
l'achat d'une machine et puis éventuellement, voilà, est-ce que je vais en avoir la maîtrise? Est-ce que je vais pouvoir la maîtriser, moi qui travaille seule, qui suis une femme? Il est vrai, je n'ai pas tout à fait la même force qu'un homme. Je suis une grande défendresse de la parité et de l'égalité, mais à un moment donné, il est vrai que je ne peux pas manipuler les machines, les morceaux de bois, etc. de la même manière qu'un homme le ferait. Donc je m'adapte, hein, j'ai des petites astuces, j'ai des petits machins roulants un peu partout. Je fais des sauts de puce quand j'ai un plateau de 60 kg à porter, voire plus. Mais le but étant d'y arriver, eh bien, le raisonnement est le même sur la machine. Difficile d'avoir une liste exhaustive parce qu'en plus, plus mon activité avance, plus ça nécessite des machines. Et je me dis, oh là là, comment j'ai fait au début d'ailleurs. Si je devais vraiment répondre sur une machine, peut-être que je répondrais sur la manière dont moi j'ai fait. La première machine qui m'a servi que au bois que j'ai acheté, c'était la défonceuse, qui m'a permis vraiment de faire des choses plus techniques. Après, je dirais que ça dépend vraiment de ce que l'on veut faire, de l'orientation qu'on veut faire. Si on fait uniquement du massif, effectivement, est-ce qu'une lamelleuse est très utile? Est-ce que d'autres machines comme la Zeta, qui sont plutôt sur l'assemblage et de l'agencement, sont utiles? Non, je ne le pense pas. Donc, par contre, si j'oriente clairement sur l'agencement et que je fais que du panneau, j'ai pas forcément besoin d'une rabot d'égo. Voilà. Alors moi, dans l'ordre, ça a été dans l'ordre d'investissement. Ça a été, alors j'avais perceuse, visseuse, perfo, tout ça à titre personnel, scie circulaire. Ça c'est ce que j'avais au début et j'ai toujours, hein. Maintenant j'ai une plongeante, c'est quand même top. J'avais aussi une radiale, pardon. Et donc ensuite le gros investissement, qui a été d'ailleurs un superbe cadeau de ma moitié. Et là on sait que en plus d'être soutenu moralement, c'est une super preuve de confiance de mettre une partie des économies personnelles, familiales, personnelles, dans le soutien et le développement de l'activité de sa conjointe. C'est une belle preuve de confiance. Donc ça a été évidemment la combinée bois, 5 opérations. Donc là j'ai appris à travailler sur la toupie, absolument merveilleux. Une vraie rabot d'égo, 25 cm de large. Voilà, j'ai vu sur mes dernières grosses réalisations que cette machine arrivait déjà un tout petit peu au maximum de ses possibilités par rapport à ce que je développe. Donc je vais peut-être envisager de la changer, mais voilà, je pense que ce sont les éléments essentiels. Et puis de l'outillage à main. Franchement, payez-vous un beau ciseau à bois, un ou deux en deux largeurs. Moi, j'utilise pas mal la plane de charbon et j'adore cet outil-là. Et puis un rabot, quoi. Il faut sentir le bois. Quel plaisir de faire des copeaux quand on est menuisier, quoi. Alors, des logiciels pour ma partie production, si je ne me trompe pas, le seul logiciel que j'utilise, c'est SketchUp, qui me permet donc de modéliser les projets, de les proposer aux clients, de les faire valider et aussi qui est une aide pour mon débit derrière et pour ma propre production. Ensuite, il y a tout un tas de tableurs quand même, que ce soit pour la TVA, pour le chiffre d'affaires, pour les dépenses. L'application de la banque qui me va bien. J'ai choisi une banque en ligne qui a une application qui est bien développée, puisqu'à chaque dépense, elle vous rappelle d'y associer un justificatif de paiement. Donc d'y associer par exemple le PDF de la facture. Et ça c'est top, parce qu'à la fin de chaque mois, je fais l'export du mois. Je pourrais le faire toutes les semaines, hein, et j'envoie directement au comptable. Donc il a
l'écriture, la référence de la pièce comptable et le PDF qui est joint de la pièce comptable en question. Ça nous va bien à tous les deux. Un petit peu de suite Adobe parce que c'était mon ancien métier, ça en faisait partie. Et il m'arrive de faire des petits montages, des présentations avec les différentes possibilités. Par exemple, pour une table, tel plateau avec tel pied, cette possibilité-là, comme précisé dans le devis, avec des devis à tiroir, hein, c'est temps, voilà, et de le mettre un petit peu plus en image. Après, j'ai toute la gestion de mon site. Moi, j'ai développé un site sous WordPress, donc oui, en tant que tel, il faut maîtriser cette partie-là, les réseaux sociaux, évidemment. Et bon, globalement, quand même, moi, je passe de temps devant l'ordinateur, mieux c'est, mais malheureusement, il faut y passer. Si on fait que de la production, on ne va pas pouvoir aller chercher ou répondre aux demandes de nouveaux clients. Forcément, on va avoir des trous dans l'atelier et donc des trous dans le chiffre d'affaires. Alors, bon, vous l'avez compris, c'est pas ma première expérience d'entrepreneur. Et du coup, je suis quand même un petit peu avertie sur le sujet. Si je suis aujourd'hui sur un atelier qui se trouve quasiment à coller à la maison, c'est que justement, ça me permet d'avoir cette flexibilité et notamment d'emmener et d'aller rechercher mon fils à l'école dans le village. Ça, c'est quelque chose qui est extrêmement important. Alors, il faut des heures, il faut de la compréhension de la part de sa famille par rapport à l'activité que je développe aujourd'hui. Mais il y a une chose qui est sûre, c'est que ma famille restera mon ultime priorité. Et que si un jour, ça doit, parce qu'il y a un gros truc, je sais pas, hein, même peut-être dans le bien, hein, et que ça doit clore mon entreprise, eh bien, voilà, une entreprise, ça se remonte, ça se refait, on fait d'autres choses, mais ce ne sera jamais au détriment de ma famille, et ça, je parle avec quasiment 15 ans d'entrepreneuriat derrière moi. Je pense qu'il faut quand même avoir une petite forme physique. Voilà, les journées sont parfois éreintantes, il faut le dire. Les courbatures vont bon train sur certains projets. Il faut être conciliant, je pense. Il faut être conciliant avec ses propres contraintes personnelles, mais il faut être conciliant avec les clients. Il faut être conciliant avec les autres corps de métier avec qui on se retrouve sur un chantier ou avec qui on doit se coordonner parfois sur certains projets. Conciliant avec ses fournisseurs qui vont nous dire qu'on devait être livré telle semaine mais que ce ne sera pas le cas. Il faut être donc de ce fait, pas que conciliant, mais il faut être de ce fait un petit peu négociateur. Il faut avoir du caractère, je pense, surtout pour une femme. Il faut avoir du caractère dans le sens où on n'a pas moins de crédibilité, on n'a pas moins de compétences qu'un homme. Et croyez-moi, il y a quand même un petit peu de préjugés là-dessus. J'ai la chance de faire partie d'un fabuleux collectif qui sont les filles du BTP, qui ont un petit peu de visibilité sur les réseaux, où on échange, hein, tout corps de métier confondu, on échange beaucoup sur ces difficultés d'être des femmes dans le monde de l'artisanat. Et oui, ça met des difficultés supplémentaires, il ne faut pas se le cacher. En plus des difficultés physiques, hein, on n'a pas les mêmes forces physiques qu'un homme, mais on trouve des manières de faire différemment. Je pense quand même qu'il faut être un petit peu commercial, dans le sens où, oui, il faut savoir, si ce n'est vendre ou vendre cher ou vendre bien. C'est pas dans ce sens-là que je le dis, c'est dans le sens où faut savoir mettre en avant les choses, quoi. Alors, si c'est soi-même, ses propres talents, plus ou moins volontairement, en restant naturel, ça marche souvent très très bien. Juste dire, pas avoir peur de dire qui on est, comment on a fait, comment on voit les choses, et l'affirmer. Je pense que ce sont les qualités d'un bon artisan. Et puis,
surtout parce que moi c'est ce que je recherche aussi chez des artisans, hein, je suis aussi consommatrice, c'est la fiabilité de sa parole et la transparence. On peut avoir du retard, ça peut, mais on peut aussi le dire. Et voilà, en tout cas, si on dit qu'on envoie le devis tel jour, il faut l'envoyer tel jour. Ou alors, il faut se donner plus de délai. Il ne faut pas dire, vous avez mon devis demain, et puis 3 semaines après, le client attend toujours. À ce moment-là, il faut dire, vous aurez mon devis dans 3 semaines parce que je suis plus à l'atelier, pas du tout sur l'ordinateur, enfin, ou peu importe. Mais voilà, la transparence et donner de la fiabilité à ses clients. Ah bon, on arrive à la fin des questions. Bon, j'espère que j'aurai été au niveau d'attente de Benoît, avec des tenues adaptées, quoi. Et puis, de toute façon, il m'avait dit, te lance pas à faire des parodies, des trucs comme ça. En ce moment, il y a des gens qui sont un peu sceptiques sur le sujet. De toute façon, je ne saurais faire l'accent belge, hein, et faire comme il fait bien Benoît. Ça soulèverait bien des débats, croyez-moi, je ne saurais bien le faire. Voilà, pas de parodie. Hein. Est-ce que je reviendrai en arrière? Non, pas du tout. Évidemment, il y a trop de réalisations personnelles et collectives pour que je revienne en arrière. Cependant, je ne dis pas que je n'ai pas de doute parfois qui me font dire allez, j'arrête tout, ou est-ce que je ne me suis pas lancée dans un projet un petit peu trop gros. Mais non, je ne reviendrai pas en arrière, ni même pour cette vidéo hein, d'ailleurs. Un conseil, soyez vous-même. Hein. Et oui, bien sûr. Parlez avec le cœur, exprimez-vous. Si vous avez envie de faire des choses, tentez-le. Tentez. De toute façon, qui est-ce qui va vous dire que c'est mal? Et puis quand bien même, on a droit à l'échec. On a le droit de ne pas faire tout bien. Donc, lancez-vous. La menuiserie, c'est un métier formidable parce que ça nous permet de toucher à beaucoup de choses et de toucher cette magnifique matière qui est le bois, évidemment. Pour ma part, je fais aussi d'autres matières, le métal, la résine. Et c'est autant de découvertes à chaque fois qui me permettent de m'éclater dans mon nouveau métier. Alors, assurez quand même un minimum vos arrières, surtout si vous n'êtes pas seul, évidemment. Faites-le de manière raisonnée et un tout petit peu réfléchie. Voilà, mais soyez vous-même. Merci beaucoup de m'avoir donné l'opportunité de m'écouter sur cette chaîne. Merci à Benoît. Merci à tous les autres d'avoir partagé aussi votre expérience. Et puis évidemment à votre écoute pour toute discussion qui sera de toute façon intéressante de mener et d'avoir avec des gens concernés ou non par la reconversion. À bientôt, c'était un plaisir.